Collège Saint-Pierre. Donc, nous nous retrouvons pour notre cours de mathématiques, notre cours de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de dénombrement. C'est un chapitre qui se fait en classe de première. Donc, là, il s'agira de faire une révision du cours de première. Il est important de revenir sur ce chapitre parce que le cours de probabilité, qui va venir après, utilise des notions de dénombrement. Donc utilise les outils du dénombrement. Voilà, donc nous allons réviser ces notions vues en classe de première. Donc c'est quoi le dénombrement? Donc, quand on vous donne un ensemble, dénombrer, c'est tout simplement déterminer le nombre d'éléments que contient un ensemble. On vous donne une classe de terminale S2. Voilà, on vous demande de déterminer le nombre d'élèves dans cette classe. Il suffit juste de compter. Donc, le comptage, c'est une technique de dénombrement. Voilà. Maintenant, si on vous pose une question un peu plus complexe, par exemple, on vous donne une classe de 35 élèves. On vous demande le nombre de groupes de 2 élèves qu'on peut former. Là, ça devient plus difficile. Voilà. Le nombre de groupes de 2 élèves qu'on peut former dans une classe de 35 élèves. Là, on ne peut plus compter. Donc, il faut utiliser des techniques plus élaborées que nous verrons dans ce chapitre. Voilà. Et l'ensemble des techniques du dénombrement est appelé analyse combinatoire. Voilà, bon. Maintenant, avant d'entamer le dénombrement proprement dit, il faut réviser certaines notions, par exemple les notions d'ensemble en classe de 6e. Donc ça remonte à il y a longtemps. Vous voyez l'intersection de 2 ensembles, la réunion de 2 ensembles. Voilà. Donc là, nous allons les réviser. Voilà. Avant ça, nous allons définir ce qu'on appelle par ensemble fini. Voilà. Un ensemble est dit fini lorsqu'on connaît le nombre exact de ces éléments. Donc, quand on peut donner le nombre d'éléments de cet ensemble, on dit que l'ensemble est fini. Par exemple, on vous donne une classe de terminale S2, vous connaissez le nombre d'élèves qu'il y a dans cette classe, donc c'est un ensemble fini. On peut donner un autre ensemble, si je donne l'ensemble E, formé par les lettres A, B, C, D, E. Donc là, vous voyez qu'il y a 5 lettres, donc E contient 5 lettres, E est un ensemble fini. Le nombre d'éléments que contient un ensemble est appelé cardinal de cet ensemble. Voilà, donc si E contient 5 éléments, on dit que le cardinal de E est égal à 5. Bon, il y a une notation, on met card de E égale 5. Card C-A-R-D, en parenthèse, E égale 5. Donc le cardinal d'un ensemble fini, c'est tout simplement le nombre d'éléments que contient cet ensemble. Voilà. Donc la première définition que je viens de donner, c'est une définition très simple. Hein. Un ensemble fini est un ensemble dont on peut déterminer le nombre d'éléments. Voilà. Il existe une définition plus rigoureuse, hein, une définition qui nous permettra de faire les démonstrations par la suite. Voilà. Donc, la définition 1, bon, on peut accepter ça pour une terminale L, mais en thèse, voilà, donc on va donner une définition plus rigoureuse qui va utiliser la notion de bijection. Donc, vous savez ce que c'est qu'une fonction bijective. Voilà. Donc, nous dirons qu'un ensemble E, donc si vous avez un ensemble E qui est non vide, on dira que c'est un ensemble fini lorsqu'il existe un entier naturel non nul n et une bijection entre E et l'ensemble des entiers naturels allant de 1 à n. Voilà, donc un ensemble E est dit fini lorsqu'il existe un entier naturel non nul n et une bijection entre E et l'ensemble des entiers naturels allant de 1 à n.
l'entier naturel n est appelé cardinal de E. Voilà. Il y a une convention. Bon, on convient de dire que l'ensemble vide est un ensemble fini de cardinal 0. Donc le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Donc c'est une convention. Hein. Donc maintenant, nous allons parler de la notion d'intersection de deux ensembles. Quand est-ce qu'on peut dire que, qu'est-ce que l'intersection de deux ensembles? Quand vous avez A et B, donc l'intersection de A et B, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qu'ils ont en commun. Donc on note A inter B. Donc A inter B est constitué des éléments qui appartiennent à A et à B. Donc les éléments doivent être en même temps dans A et dans B. X appartient à A inter B signifie que X appartient à A et X appartient à B. Voilà. Donc il faut retenir que si X appartient à A inter B, X est en même temps dans A et dans B. Voilà. C'est l'intersection. Voilà. Lorsque l'intersection est vide, donc quand A et B n'ont pas de point commun, c'est-à-dire quand A inter B égale à l'ensemble vide, on dit que A et B sont disjoints. Voilà, donc deux ensembles disjoints, c'est deux ensembles qui n'ont pas de point commun, qui n'ont pas d'éléments en commun. Voilà pour la notion d'intersection. Maintenant, la réunion de deux ensembles. Voilà. Si vous avez un ensemble A et un ensemble B, A et B, deux ensembles finis. Donc A union B est constitué des éléments appartenant à A ou à B. Donc X appartient à A union B signifie que X appartient à A ou X appartient à B. Il faut faire attention donc au ou utilisé ici. X appartient à A ou X appartient à B. En fait, il y a trois possibilités. Donc quand on vous dit que X appartient à A union B, il y a trois possibilités. Voilà. Donc, la première possibilité, ça veut dire que X est seulement dans A. Donc quand X est seulement dans A, X est dans A union B. Deuxième possibilité, X est seulement dans B. Donc X est seulement dans B. Et troisième possibilité, X est dans A et dans B. Voilà. Donc quand on vous dit X appartient à A union B, vous devez comprendre qu'il y a trois possibilités. Soit X est seulement dans A, soit X est seulement dans B, soit X est en même temps dans A et dans B. Voilà. Donc A union B, voilà ce que nous comprenons par le ou ici. X appartient à A ou X appartient à B. Il y a ces trois possibilités. Voilà. Maintenant, il y a un cas particulier lorsque les ensembles sont lorsque les ensembles A et B sont disjoints. Donc quand ils n'ont pas de point commun. Donc lorsque A et B sont disjoints, la réunion est dite une réunion disjointe. Donc quand on vous dit réunion disjointe, sachez que les ensembles, c'est une réunion d'ensembles disjoints. Voilà. Et dans ce cas, donc si vous avez A et B qui sont disjoints, donc quand on vous dit que X appartient à A union B, il n'y a que deux possibilités. X est seulement dans A, ou bien X est seulement dans B. Voilà. Donc la troisième possibilité donnée tout à l'heure est exclue parce que cette fois-ci, on vous a bien dit que l'intersection est vide. Ils n'ont pas d'éléments en commun. Voilà. Donc, dans les exercices, faites bien attention aux hypothèses. Donc, quand vous savez que A et B sont disjoints, ils n'ont pas d'éléments en commun. Donc, si on vous dit que X appartient à A union B, vous comprenez que X est seulement, soit dans A seulement, soit dans B seulement. Voilà, bon. Nous avons dit tout à l'heure, dénombrer, c'est tout simplement déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Voilà.
Donc là, le premier théorème que nous allons voir, c'est comment déterminer le cardinal de la réunion quand vous avez deux ensembles disjoints. Voilà. Donc quand vous avez deux ensembles A et B qui sont disjoints, le cardinal de A union B, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Voilà. Donc le cardinal de la réunion est égal à la somme des cardinaux lorsque les ensembles sont disjoints. Voilà, donc là, il faut bien mettre en exergue le fait que les ensembles sont disjoints. Parce que si les ensembles ne sont pas disjoints, cette propriété n'est plus valable. Voilà, donc quand vous avez deux ensembles disjoints, A et B, donc cardinal de A union B, c'est égal à cardinal de A plus cardinal de B. Voilà. Bon. Il y a une démonstration. La démonstration, bon. Ceux qui nous suivent sur Facebook, bon, vous allez voir la démonstration qui apparaît à l'écran. Donc là, la démonstration utilise la notion de bijection, puisqu'on a dit que A est fini, donc ça, de cardinal n. Donc il existe une bijection de A sur l'ensemble des entiers naturels allant de 1 à n. Cette bijection on l'appelle F. B est fini de cardinal M. Il existe une bijection G de B sur l'ensemble des entiers naturels allant de 1 à M. Voilà, donc là, donc, on construit une fonction H définie sur A union B par h de x égale à f de x si x appartient à A, et h de x égale à g de x plus n si x appartient à B. Voilà. Donc pour la démonstration, il suffit juste de montrer que H est une bijection de A union B sur l'ensemble des entiers naturels allant de 1 à n plus m. Voilà, donc ceux qui nous suivent sur Facebook, vous verrez la démonstration. Prenez le temps d'y réfléchir. Hein. Ce n'est pas une définition difficile parce que la notion de bijection, vous l'avez déjà fait en classe de première. Donc, quand vous avez, pour résumer, quand vous avez deux ensembles A et B qui sont disjoints, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Un exemple terre à terre, quand vous avez une classe de terminale S2, voilà, la classe donc, est formée de garçons et de filles. Donc quand vous prenez l'ensemble A formé par les garçons et l'ensemble B formé par les filles de la classe, quand vous faites A union B, vous avez toute la classe. Voilà. Et les ensembles sont disjoints. A inter B est vide parce que un élève ne peut pas être en même temps garçon et fille. Donc, vous voyez bien, donc c'est deux ensembles disjoints. Et si vous voulez connaître le nombre d'éléments, le nombre d'élèves dans la classe, vous faites le nombre de garçons plus le nombre de filles. Voilà un exemple de deux ensembles disjoints. L'ensemble des garçons de la classe et l'ensemble des filles de la classe. Donc la réunion donne toute la classe. Et si vous voulez connaître l'ensemble des élèves de la classe, vous faites la somme des garçons et des filles. Donc, une propriété très importante qu'on peut généraliser. Donc tout à l'heure j'ai dit si A et B sont disjoints, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Donc c'est un théorème qu'on peut généraliser à n ensemble finis. Donc quand vous avez A1, A2 jusqu'à AN, n ensemble finis, 2 à 2 disjoints. Donc c'est des ensembles qui n'ont pas de points en commun. Donc, alors, la réunion est finie. Donc une réunion d'ensemble fini est un ensemble fini. Et le cardinal de la réunion est égal à la somme des cardinaux. Cardinal de A1, union A2, union donc jusqu'à AN, c'est égal à la cardinal de A1, plus cardinal de AN, vous faites la somme jusqu'à plus cardinal de AN. Voilà, cardinal de A1 plus cardinal de A2, vous faites la somme jusqu'à cardinal de AN. Donc quand vous avez des ensembles 2 à 2 disjoints, donc la réunion donne un ensemble fini
et le cardinal de la réunion est égal à la somme des cardinaux. Voilà. Bon, maintenant, nous allons généraliser le théorème 1. Bon, c'est-à-dire, on va enlever la spécificité que A et B étaient disjoints. Tout à l'heure, on a dit que si A et B sont disjoints, cardinal de la réunion, c'est égal à la somme des cardinaux. Voilà. Maintenant, si vous avez A et B, deux ensembles finis, d'une manière générale, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc, quand vous avez A et B, deux ensembles finis, cette fois-ci, je ne précise pas que A et B sont disjoints. Donc, on n'a pas besoin de le préciser. Donc, quand vous avez deux ensembles finis, A et B, cardinal de A union B, c'est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Vous voyez que dans ce théorème, on retrouve le théorème 1, parce que si A et B sont disjoints, le cardinal de A inter B, c'est le cardinal de l'ensemble vide qui est égal à 0 par convention. Donc, il va rester juste cardinal de A plus cardinal de B. Donc voilà une propriété qu'il faut retenir, hein, le théorème 3. Si A et B sont deux ensembles finis, A union B est un ensemble fini et cardinal de A union B, c'est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Voilà. Donc, la preuve. Donc, ceux qui suivent sur Facebook, vous verrez la preuve. Voilà. Donc, il suffit juste de partitionner l'ensemble A union B. Donc, on crée un ensemble A'. A' qui est égal à A privé de A inter B. Donc, vous verrez la démonstration. Hein. On utilise le théorème 1 pour pouvoir faire la démonstration. Donc, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Bon, il y a un exemple pour l'appliquer, mais nous le verrons tout à l'heure. Voilà. Donc, une autre définition complémentaire d'un ensemble fini. Soit E un ensemble, A un sous-ensemble de E, c'est-à-dire A une partie de E. On appelle complémentaire de A dans E l'ensemble noté A bar et qui est constitué de tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Donc, soit E un ensemble et A une partie de E. Le complémentaire de A dans E, c'est tous les éléments de E qui ne sont pas dans A. Voilà, le complémentaire donc, est noté A bar. Par exemple, si vous avez une classe de TS2, E, c'est l'ensemble des élèves de la classe. Si on note grand A, l'ensemble des garçons, donc A bar, donc c'est l'ensemble des élèves de la classe qui ne sont pas des garçons. Puisque A, c'est l'ensemble des garçons, A bar, c'est l'ensemble des élèves de la classe qui ne sont pas des garçons. Donc A bar, c'est l'ensemble des filles. Vous voyez bien. Donc une interprétation de A bar. Voilà. Maintenant, comment déterminer le cardinal de A bar? Donc si vous avez E un ensemble fini, A une partie de E, le cardinal de A bar, c'est le cardinal de E moins le cardinal de A. Une propriété très importante. Donc ça, c'est la deuxième propriété très importante. Tout à l'heure, j'avais dit cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc ça, c'est une propriété qu'il faut retenir absolument. Deuxième propriété qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous avez un ensemble E
fini et A un sous-ensemble de E, le cardinal de A bar, c'est égal au cardinal de E moins le cardinal de A. Voilà, on va parler maintenant de la notion de partition. Donc, quand vous avez un ensemble E, vous prenez des sous-ensembles de cet ensemble. Par exemple, A1, A2, jusqu'à AN, des sous-ensembles de cet ensemble. Donc, ces sous-ensembles A1, A2, AN forment une partition de E lorsque vous avez ces deux conditions. La réunion de tous ces sous-ensembles donne E et les sous-ensembles sont 2 à 2 disjoints. Donc, les sous-ensembles A1, A2, AN d'un ensemble fini E forment une partition de E lorsque vous avez les deux conditions suivantes. A1 union A2 union jusqu'à AN est égal à E et AI inter AJ est égal à vide, quel que soit I différent de J. Donc la réunion de tous les sous-ensembles donne E et l'intersection de deux ensembles quelconques, de deux sous-ensembles quelconques est vide. Donc c'est des ensembles 2 à 2 disjoints et la réunion donne le tout. Donc la notion de partition. Donc quand on reprend le cas de tout à l'heure, A et A bar forment une partition de E. Donc si vous avez A un sous-ensemble de E, A et A bar forment une partition de E. Parce que A inter A bar, c'est l'ensemble vide, et A union A bar vous donne E. Donc quand vous prenez A union sont complémentaires, vous avez le grand ensemble. E. Différence de deux ensembles. Donc, soit E et F, deux ensembles finis. On appelle E privé de F l'ensemble constitué des éléments de E n'appartenant pas à F. On le note E. Bon, il y a une barre, backslash F. Donc E privé, vous êtes déjà habitué à ça, R privé de 0. Vous savez que c'est tous les nombres réels, sauf 0. Voilà, donc E privé de F, c'est tous les éléments de E, sauf, c'est tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à F. Voilà, donc vous êtes déjà habitué à cette notation. Une application maintenant. Dans une classe de 35 élèves, le professeur de mathématiques pose les deux questions suivantes à chacun de ses élèves. Les élèves doivent répondre par oui ou non pour chaque question. Question 1. Aimez-vous les mathématiques? Question 2. Aimez-vous votre lycée? Le professeur constate que 20 élèves ont répondu oui à la question 1. 12 élèves ont répondu non à la question 2. 5 élèves ont répondu non aux deux questions. Calculez le nombre d'élèves ayant répondu oui aux deux questions. Je reprends l'exercice. Dans une classe de 35 élèves, le professeur de mathématiques pose les deux questions suivantes à chacun de les deux questions suivantes à chacun de ses élèves, qui doivent répondre pour chaque question par oui ou non. Question 1. Aimez-vous les mathématiques? Question 2. Aimez-vous votre lycée? Le professeur constate que 20 élèves ont répondu oui à la question 1. 12 élèves ont répondu non à la question 2. 5 élèves ont répondu non aux deux questions. Calculez le nombre d'élèves ayant répondu oui aux deux questions. Voilà, donc là, on cherche à savoir combien d'élèves aiment les mathématiques et aiment leur lycée. Donc,
On cherche les élèves qui aiment en même temps les mathématiques et leur lycée. Voilà. Donc vous pouvez réfléchir sur cet exercice avant de regarder la correction. Donc, dans une classe de 35 élèves, le professeur de mathématiques pose les 2 questions suivantes à chacun de ses élèves qui doivent répondre pour chaque question par oui ou non. Question 1, aimez-vous les mathématiques? Question 2, aimez-vous le lycée? Le professeur constate que 20 élèves ont répondu oui à la question 1, 12 élèves ont répondu non à la question 2, 5 élèves ont répondu non aux 2 questions. Calculez le nombre d'élèves ayant répondu oui aux 2 questions. Voilà. Donc vous voyez que quand on regarde ce problème, on se rend compte que dénombrer n'est pas aussi facile que l'on croit. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dénombrer, bon, on peut utiliser le comptage, on peut compter, mais là, vous ne pouvez pas compter. Voilà. Tout ce que vous savez, c'est que 20 élèves ont répondu oui à la question 1, 12 élèves ont répondu non à la question 2, 5 élèves ont répondu non aux 2 questions. Et on vous demande maintenant de donner le nombre d'élèves qui ont répondu oui aux 2 questions. On va passer à la correction. Voilà. Donc là, on va nommer grand E l'ensemble des élèves de la classe. Donc on crée un ensemble qu'on note E, l'ensemble des élèves de la classe. Donc dans l'exercice, on a dit que la classe contenait 35 élèves. Donc le cardinal de E, c'est 35. On nomme A l'ensemble des élèves ayant répondu oui à la question 1. Le professeur a constaté qu'il y a 20 élèves qui ont répondu oui à la question 1. Donc le cardinal de A, c'est 20. B, l'ensemble des élèves ayant répondu oui à la question 2. Voilà. On ne nous dit pas dans l'exercice le nombre d'élèves qui ont répondu par oui à la question 2. Tout ce qui est dit, c'est que 12 élèves ont répondu non à la question 2. Voilà. Mais dans les hypothèses, on nous a dit que les élèves, pour chaque question, les élèves ne doivent répondre que par oui ou par non. Donc il n'y a que 2 possibilités. Si vous ne dites pas oui, vous dites non. Et si vous dites non, ça veut dire que vous n'avez pas dit oui. Très bien. Donc, on nous a dit que 12 élèves ont répondu non. Donc, pour connaître le nombre d'élèves qui ont répondu oui, il suffit de prendre le total des élèves de la classe moins les 12 élèves qui ont répondu oui. Donc, le cardinal de B, c'est tout simplement 35 moins 12. Ça vous donne 23. Voilà. Donc, il y a 23 élèves qui ont répondu par oui à la question 2. Voilà. C'est une information que vous devez trouver vous-même. Voilà. Je rappelle que la question qui est posée, c'est de déterminer le nombre d'élèves qui ont répondu par oui aux 2 questions. Donc, c'est-à-dire vous devez chercher le cardinal de A inter B. Donc, le cardinal de A inter B. A, c'est ensemble des élèves qui ont répondu par oui à la question 1. B, ensemble des élèves qui ont répondu par oui à la question 2. Donc A inter B, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu par oui aux 2 questions. Voilà, donc c'est cardinal de A inter B qu'on peut chercher. Voilà. Bon, maintenant, on ne peut pas avoir directement cette information. Voilà. Mais, il y a une 3e hypothèse. 5 élèves ont répondu non aux 2 questions. 5 élèves ont répondu en même temps, donc ont répondu non à la question 1 et non à la question 2. Voilà. On a dit que A, c'est l'ensemble des élèves ayant répondu oui à la question 1. Donc A bar, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu par non.
B, l'ensemble des élèves qui ont répondu par oui à la question 2. Donc, B bar, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu non. Donc, si on nous dit dans les hypothèses que 5 élèves ont répondu non aux 2 questions, donc ça veut dire que le cardinal de A bar inter B bar, c'est égal à 5. Voilà, donc A bar inter B bar, et l'ensemble des élèves qui ont répondu par non aux 2 questions, et le cardinal, c'est égal à 5. Voilà. Une remarque, hein? Voilà. A bar inter B bar, c'est A union B le tout bas. Donc ça, vous pouvez prendre ça en note. Hein? Donc, c'est une propriété. A bar inter B bar, c'est A union B le tout bas. Donc, ça veut dire que l'ensemble des éléments communs entre A bar et B bar, c'est le complémentaire de A union B dans E. Bon. Dit comme ça peut ne pas être facile à comprendre, mais on va interpréter. A union B, c'est quoi? On a dit que A, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu par oui à la question 1. Et B, l'ensemble des élèves qui ont répondu oui à la question 2. Donc A union B, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu par oui à la question 1 ou par oui à la question 2. Donc, ainsi, le complémentaire de A union B, c'est l'ensemble des élèves qui ont dit non à la question 1 et non à la question 2. Puisque A union B, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu par oui à la question A ou oui à la question B. Je rappelle que dans A union B, il y a A. A union B contient A, contient B, contient aussi A inter B. Donc, on a dit ça dans la définition de tout à l'heure. Donc, quand on dit que X appartient à A union B, ça veut dire que X appartient à A seulement, ou bien X appartient à B seulement, ou bien X appartient à A inter B. Donc, quand vous voulez le complémentaire de A union B, il suffit juste de prendre les élèves qui ne sont ni dans A, ni dans B. Donc, ça veut dire les élèves qui n'ont pas répondu par oui à la question 1, qui n'ont pas répondu par oui à la question 2. Donc, ça veut dire que ce sont les élèves qui ont répondu non à la question 1 et non à la question 2. Ce qui veut dire que c'est A bar inter B bar. Donc, voilà une interprétation de A bar inter B bar. C'est le complémentaire de A union B. Donc, c'est A union B le tout bar. Voilà. Or, cardinal de A union B, c'est cardinal de E, moins cardinal de A union B bar. On a donné cette propriété tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai dit autrement. Le cardinal du complémentaire, c'est le cardinal de E moins le cardinal de l'ensemble. Donc, si vous avez A union B, cardinal de A union B, vous prenez le cardinal du grand ensemble E moins le cardinal de son complémentaire. Et vous connaissez le cardinal de A union B bar. Cardinal de A union B bar, c'est cardinal de A bar inter B bar qui est égal à 5. Donc, cardinal de A union B, c'est 35 moins 5. 35, c'est le cardinal de E. 5, c'est le cardinal de A union B bar. Voilà. Ce qui vous donne cardinal de A union B égale à 30. Voilà. Nous connaissons maintenant le cardinal de la réunion. Cardinal de A union B, c'est 30. Voilà. Maintenant, on peut appliquer le théorème 3. Cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Nous connaissons cardinal de A union B, cardinal de A et cardinal de B. On remplace et on en déduit cardinal de A inter B. On trouve cardinal de A inter B, c'est 20 plus 23 moins 30, on trouve 13. Ainsi, 13 élèves ont répondu oui aux 2 questions. Voilà. Donc voilà un exemple vraiment très intéressant. Amusez-vous à le reprendre vous-même. Voilà, ça vous permettra de vous familiariser avec le mécanisme. Hein. Alors, reprenez cet exercice vous-même. Essayez de le comprendre. Voilà. Voilà pour une application qui utilise
principalement les deux propriétés. Cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et cardinal de A bar, c'est cardinal de E moins cardinal de A. Donc, c'est deux propriétés qu'il faut vraiment retenir. Bon, on passe maintenant à la notion de produit cartésien. Voilà, qu'est-ce qu'un produit cartésien? Vous avez E et F, deux ensembles finis. On appelle produit cartésien de E et F l'ensemble des couples X, Y, X appartenant à E et Y appartenant à F. Donc, un produit cartésien de deux ensembles E et F, c'est tout simplement un ensemble de couples X et Y. X, un élément de E, et Y, un élément de F. Donc, le produit cartésien est noté E fois F. Donc, on dit E croix F. Donc, E fois F, symbole multiplication. Donc, on lit E croix F. Donc, E croix F, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X appartient à E et Y appartient à F. Voilà. Il faut faire une remarque. E croix F est différent de F croix E. Bon, maintenant, donc, un théorème. Donc, soit E et F, deux ensembles finis. E croix F est un ensemble fini. Et le cardinal de E croix F, c'est égal au cardinal de E multiplié par le cardinal de F. Donc, quand vous avez deux ensembles finis E et F, le cardinal du produit cartésien, c'est le produit des cardinaux. Donc, cardinal de E croix F, c'est égal au cardinal de F. Cardinal de E fois cardinal de F. Donc, quand vous avez deux ensembles E et F, si vous voulez connaître le nombre d'éléments que contient le produit cartésien E croix F, il suffit juste de prendre le nombre d'éléments de E multiplié par le nombre d'éléments de F. Cardinal de E croix F, c'est cardinal de E par cardinal de F. Voilà donc ce que nous suivons sur Facebook, voilà la démonstration. Donc vous pouvez essayer de le travailler. Voilà, c'est ça, utilise toujours la notion de fonction bijective. Hein. Donc cette définition aussi peut être généralisée à n ensemble fini. Donc quand vous avez E1, E2 jusqu'à n ensemble fini, donc E1 croix E2 croix E3 jusqu'à En est un ensemble fini. Donc le produit cartésien de n ensemble fini est un ensemble fini. Et son cardinal est égal au produit des cardinaux. Donc cardinal de E1 multiplié par cardinal de E1 croix E2 jusqu'à En, c'est cardinal de E1 multiplié par cardinal de E2, donc ainsi de suite jusqu'à cardinal de En. Donc cardinal du produit cartésien, c'est le produit des cardinaux. Voilà. Donc une application. Voilà. Bon, l'interprétation, bon, d'abord une remarque. Hein. Bon, vous pouvez rencontrer donc le cas où les ensembles sont confondus, c'est-à-dire E1 égale à E2 égale à En. Bon, on note ça E. Dans ce cas, le produit cartésien E croix E, donc jusqu'à N fois, on note ça E exposant N. Hein. E exposant N. Voilà. Voilà. Et maintenant une application. Donc, combien de nombres de 4 chiffres distincts peut-on former avec les éléments de l'ensemble E contenant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends. Combien de nombres de 4 chiffres distincts peut-on former avec les éléments de l'ensemble E contenant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va donner 5 chiffres, 6 chiffres du moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vous demande, avec ces 6 chiffres, combien de nombres de 4 chiffres pouvez-vous former, avec les chiffres étant distincts. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit de répéter
un chiffre. Donc quand vous choisissez un chiffre, vous n'avez plus le droit de le choisir. Voilà. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, on utilise un principe. Hein, donc on appelle ça le principe multiplicatif. Hein. Donc là, ça veut dire, pour former un nombre de 4 chiffres, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un premier nombre, ensuite un deuxième nombre, un troisième nombre et un quatrième nombre. Donc, écrire un nombre de 4 chiffres consiste à réaliser 4 tâches. 4 tâches. Voilà. Donc, pour le premier chiffre, donc, vous devez choisir un chiffre parmi 6. Donc, vous avez 6 possibilités. Vous pouvez choisir 1, vous pouvez choisir 2, vous pouvez choisir 3, vous pouvez choisir 4, vous pouvez choisir 5, comme vous pouvez choisir 6. Donc, pour le premier nombre, vous avez 6 possibilités. Pour le deuxième nombre, puisqu'il n'y a pas de répétition possible, pour le deuxième chiffre, vous n'avez que 5 possibilités. Vous avez déjà choisi un, donc pour le deuxième chiffre, vous n'avez que 5 possibilités. Pour le troisième chiffre, il vous restera 4 dans l'ensemble, donc vous avez 4 possibilités. Et pour le dernier chiffre, vous aurez 3 possibilités. Voilà. Donc, le nombre de 4 chiffres que vous pouvez former, de 4 chiffres distincts, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3. Donc, puisque c'est 4 tâches que vous réalisez, la première vous donne 6 possibilités, la deuxième 5 possibilités, la troisième 4 possibilités et la dernière 3 possibilités. Le nombre de possibilités c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3, ce qui vous donne 360 possibilités. Donc avec les éléments de l'ensemble, on peut former 360 nombres différents. Voilà. Donc voilà pour la première voilà pour la première partie de ce cours. Donc la semaine prochaine, nous allons maintenant entamer le dénombrement proprement dit. Donc nous allons parler de la notion de P-list, de la notion de P-arrangement et de la notion de P-combinaison. Voilà. Je vous remercie de votre attention.